Matelot, garde à vous. Repos. Avez-vous vu passer cette statistique sur Dune Awakening? 100 000 joueurs simultanés, c'est Funcom qui nous l'a partagé, plus de 100 000 joueurs en simultané sur leur jeu, alors que le jeu n'est pas encore sorti. Dune Awakening sort le 10 juin, il y a déjà ce qu'on appelle le Head Start, donc le départ de la ligne de tête pour ceux qui ont payé les éditions Deluxe et Ultimate, qui ont pu commencer à jouer dès le 5 juin. Il y a déjà 7000 reviews Steam jugées très positives, et il fallait que j'en parle. Pourquoi? Pour parler du lancement de Dune Awakening et le mettre en comparaison avec d'autres lancements de MMO qu'il y a pu avoir par le passé. Je sais bien que Dune Awakening n'est pas un MMO, ils ont retiré ce qualificatif, ils parlent simplement d'un massive scale multijoueur, voilà, un multijoueur à large scale, parce que c'est pas un côté MMO avec des centaines de joueurs par serveur, c'est 40 joueurs par serveur. À la sortie du jeu, ils ont monté à 60 joueurs par serveur. Ils ont vu que leur serveur serait un peu bouché sinon. Mais je voulais parler du lancement et dire à quel point ce lancement était exemplaire. Parce qu'il faut aussi dire quand les choses se passent bien. Si vous êtes quelqu'un qui est habitué au MMO, vous avez peut-être joué à New World, file d'attente New World, dont le lancement absolument catastrophique a quasiment tué le jeu. Il faut bien revenir en arrière. New World, c'était un jeu extrêmement prometteur. La communauté des joueurs MMO, des joueurs d'aventure, était très excitée par ce lancement. C'était incroyable. Le jeu paraissait incroyable. Les trailers étaient incroyables. Le concept était fou. Et quand le jeu est sorti, non seulement le jeu était plein de bugs, le jeu n'était pas fini, il y avait trop de problèmes, mais en plus, le jeu était injouable. Pas à cause de la structure même du jeu, mais à cause des serveurs, où ils ont fait le choix du cheap. Ils ont fait le choix de se dire, on va prendre quelques serveurs et les joueurs vont arriver, les serveurs seront un peu pleins, mais à la limite, soit on en rajoutera au fur et à mesure, soit ça nous permettra de ne pas trop investir pour ensuite équilibrer les choses. Et en fait, les 3, 4, 5, 6 premières semaines du jeu, il a été impossible de jouer à New World. Les joueurs l'appelaient file d'attente simulator, et ça a tué le jeu. Parce que quand tu achètes un jeu et que tu ne peux pas y jouer, les gamers peuvent être un petit peu patients, les gros tryharders, les gros joueurs de MMO peuvent être un petit peu patients, ceux qui sont passionnés par le jeu, notamment pour le roleplay, peuvent être un petit peu patients, mais la plupart des joueurs se sont barrés. Et ils ont bien fait. Parce que ce lancement était quand même une énorme blague. Et c'était inadmissible de sortir un produit aussi médiocre sur le plan technique, ne serait-ce que pour les bugs, mais surtout de ne pas prévoir les précommandes, l'engouement, de faire des estimations plus réalistes et surtout d'investir. C'est le problème de l'industrie du jeu vidéo, c'est qu'ils n'investissent pas assez. Il vaut mieux faire ce que Funcom a fait, parce qu'on va y revenir, on va détailler un petit peu tout ça. Il vaut mieux mettre de l'argent dans des serveurs et encaisser le trop-plein de joueurs. Et certes, on perd de l'argent sur le moment, mais un lancement réussi, c'est l'assurance que ton jeu fonctionne. Prenons Fallout 76. Fallout 76 n'est pas un MMO, mais ça reste un jeu multijoueur. C'est un Fallout en multijoueur. La licence Fallout était très attendue, elle est très appréciée des joueurs. Et le lancement, encore une fois, était catastrophique. Là, en l'occurrence, les serveurs n'étaient pas forcément pleins, mais le jeu n'était pas fini. Le jeu était buggé. C'était une catastrophe. Il y avait un nombre de bugs sur Fallout 76 qui était absolument abominable. Et on va me dire que les jeux Bethesda ont toujours été buggés. Mais c'est pas une excuse, en fait. Le simple fait que cette excuse vous vienne en tête en disant c'est rien, c'est Bethesda, ça prouve déjà que vous avez intériorisé quand vous chiez à la gueule. Voilà, c'est Bethesda vous tend un grand gobelet d'urine tiède, vous demande de le boire et vous le buvez. Non, c'est pas normal quand un jeu sort, quand il est payé 70 euros, voire une édition Deluxe, une édition Ultimate à 90 euros, à 100 euros. Ce n'est pas normal que le jeu soit injouable, qu'il y ait des bugs. Il y a toujours des bugs dans un jeu vidéo, surtout dans un jeu en open world, surtout dans un jeu multijoueur. Qu'il y ait des problèmes de serveur, qu'il y ait des petits problèmes de connexion, on peut l'entendre. Mais un jeu aussi injouable que Fallout 76, c'est inaudible, c'est impossible. Et ça, il y a plein de jeux qui sortent dans des états complètement catastrophiques, y compris des MMO, y compris des problèmes de serveurs. Maintenant, parlons de Dune Awakening. Dune Awakening est sorti dans un état irréprochable. Vous l'avez vu pour ceux qui jouent Dell 5, vous aurez les reviews, vous l'avez vu chez vos streamers préférés. Le jeu comporte très peu de bugs. Alors on va me dire, oui, j'ai eu un bug, oui, j'ai vu des bugs.
Il y en aura toujours un petit peu. Mais le jeu est dans un état technique largement meilleur que la majorité des jeux des grosses boîtes qui sortent aujourd'hui. Il faut tout de même l'admettre, il faut tout de même mettre le projecteur quand c'est bien sur quelque chose qui est bien fait. Le jeu est sorti dans un bon état technique. Vous n'avez pas de grande quantité de bugs. Il y en a toujours un petit peu, mais le jeu sort dans un bon état. Et ça, déjà, il faut le dire. Il faut le montrer. Et je trouve que c'est quand même une très bonne chose, pour une fois qu'on ne se fout pas de notre gueule en tant que joueur. Et de même, là, on va parler des serveurs. Je vous ai dit, pour New World, le jeu est sorti dans un état misérable et surtout avec des serveurs pleins. Ça fait penser aussi à The Division. Lorsque The Division était sorti, les joueurs faisaient la queue pour pouvoir jouer au jeu. C'est quand même assez hallucinant. Alors ça a donné lieu à des mèmes et ça a été réglé relativement vite, mais tout de même, pour les joueurs hardcore, et je suppose que sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous, il y a beaucoup de joueurs hardcore, mais pour la majorité des joueurs, c'est pas jouable, c'est pas entendable d'attendre autant, surtout que la majorité des gens, ce sont ce qu'on appelle des gamers casus, il n'y a rien de péjoratif à cela, ce sont des joueurs qui peuvent jouer 1 heure ou 2 heures par jour au max, et c'est déjà beaucoup. Imaginez si on remplace le jeu vidéo par une autre activité. Imaginez si vous regardiez un film par jour. Imaginez si vous faisiez une séance de sport d'1 à 2 heures par jour. C'est énorme jouer à 1 à 2 heures par jour. Surtout si vous êtes trentenaire, quarantenaire, que vous avez une femme, des enfants, un vrai boulot. Ok, les étudiants et les chômeurs peuvent beaucoup jouer. Ou ceux qui ont des métiers qui leur prennent peu de temps peuvent beaucoup jouer. Mais la majorité des joueurs, c'est pas forcément ça. Et vous avez des joueurs qui peuvent jouer quelques heures dans la semaine, tout au plus. Moins de 6 heures par semaine. Jouer 6 heures par semaine, c'est déjà énorme. Remplacez ça par une autre activité. Donc, quand le jeu sort et que vous ne pouvez pas y jouer parce que les serveurs sont pleins, énormément de joueurs quittent, tout simplement. Là, vous avez, c'est le Head Start. Donc c'est pour les joueurs qui sont soit riches et qui ont pris la plus grosse édition sans se demander, soit pour les joueurs qui sont passionnés par le jeu et qui savent déjà ce qu'il vaut. Donc des joueurs un peu plus patients. Mais tout de même, rappelez-vous de New World, tout de même, rappelez-vous de The Division. Le lancement était un test, et Funcom l'a brillamment passé. Alors ils l'ont brillamment passé parce qu'ils avaient aussi les données. Ils avaient les données de précommande. Ils savaient qui allait prendre le jeu en avance. C'est tout l'intérêt de faire un head start, c'est de pouvoir tester leur serveur. Ils savaient combien de personnes allaient arriver, à peu près. Ils avaient fait un test de bêta public avant. Ils ont fait des stress tests au niveau de leur bêta privée. Le test de la bêta publique, leur serveur était testé. Ils ont fait plusieurs épreuves et les serveurs ont tenu à chaque fois, avec des difficultés. J'ai eu des échos de la bêta privée, comme quoi les premiers, lorsqu'ils faisaient des stress tests de serveurs, les premiers jours n'étaient pas jouables. Donc ils ont fait ces erreurs en bêta privée, ils ont fait ces tests en bêta privée, ils ont pris les données, ils ont été intelligents, ils ont investi. Et qu'est-ce qui s'est passé le 5 ? Le jeu est sorti à 16h. Moins d'1 heure après, il y a eu un communiqué comme quoi les tailles dans les sitches passaient, donc les sous-serveurs passaient de 40 joueurs à 60 joueurs. Ils ont augmenté les tailles. Ils ont préféré dire on met à 40, les joueurs étaient un peu déçus, mais paf, on augmente à 60. Ensuite, et ça a été le cas pendant toute la soirée, régulièrement, on avait des patch notes où ils disaient nous avons ajouté des serveurs en Europe, nous avons ajouté des serveurs en Amérique, et ils l'ont fait plusieurs fois, en ajoutant à chaque fois plusieurs serveurs. Donc ils avaient donné la liste des serveurs en avance, pour que la communauté puisse s'organiser, ce qui a donné lieu à une bataille, à une pixel war absolument terrible. Si vous voulez que je vous raconte d'ailleurs cette pixel war 2.0, mettez un like. Si cette vidéo atteint les 100 likes, je vous raconterai cette pixel war, promis juré. Et avec le fait d'avoir donné les serveurs en avance, les communautés des différents pays d'Europe ont pu s'organiser. Donc les différentes communautés ont pu à peu près choisir des serveurs où ils pourraient se grouper, ce qui a expliqué ma vidéo sur les serveurs français. Et quand le jeu est sorti, ils ont ajouté des serveurs. Ils ont ajouté des serveurs plusieurs fois. Et hop, au fur et à mesure, en fonction de la demande, ils avaient des serveurs en backup. Ils ont investi. Funcom a investi en amont en se disant on a 100 000 joueurs, on va prévoir pour 120 000. Je prends des chiffres un peu fantaisistes. Mais en disant on attend plus ou moins 100 000, on va être en capacité d'encaisser 120 000. Comme ça, on sera large. Et qu'est-ce qui s'est passé le 5 ? Tout le monde a pu jouer. Alors, il y a toujours eu des gens qui m'ont dit « Oui, machin, j'ai pas réussi à me connecter, etc. » Mais ça n'a jamais duré plus de quelques heures. Même moins de quelques heures. La plupart de mes joueurs de ma petite guilde, roleplay, ont pu jouer sur serveur public dès le premier soir. Ils ont parfois dû attendre un petit peu, mais
ils ont pu jouer dès le premier soir. C'est exceptionnel, pour un lancement d'un MMO aussi attendu. De même, avec tous les rajouts de serveurs qu'ils ont fait, j'ai pas croisé de joueur qui a été bloqué plus de quelques heures. C'est quelque chose qu'il faut vraiment saisir. Le lancement a été réussi. Alors là, je parle, on est avant le 10 juin. Les serveurs du 10 juin, ça sera peut-être pas la même limonade. Si ça se trouve, je vous fais la même vidéo dans une semaine pour les insulter en disant qu'ils n'ont rien prévu. Mais c'est un signe encourageant. Dune Awakening ne nous donne, depuis son début de développement, que des signes encourageants. Le jeu a été retardé longuement pour être mieux travaillé. Ils l'ont retardé de 15 jours pour pouvoir peaufiner les détails techniques et faire une bêta ouverte. On a eu beaucoup d'infos positives. Il n'y a pas eu de gros red flag. Et là, on a encore un green flag. La sortie du jeu avec 100 000 joueurs simultanés, c'est pas comme s'ils étaient que 3... C'est pas 3 pélos, quoi. 100 000 joueurs simultanés, les serveurs tiennent. Et les serveurs tiennent bien. Ça tient extrêmement bien. Et donc ça, c'est un gros point positif. J'espère que ça continuera pour la sortie du jeu le 10, avec potentiellement beaucoup plus de joueurs. On va peut-être avoir le million de joueurs simultanés. Je dis des chiffres fantaisistes, mais s'ils ont eu 100 000 sur la communauté qui était très investie, pourquoi pas 1 million? N'oubliez pas que derrière c'est Legendary, derrière c'est Dune de Villeneuve, c'est un gros jeu. En plus, en ce moment, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc les gens risquent d'y jouer, tout simplement, d'être curieux, d'être intéressés. Ils ont des liens avec les films ont été des cartons monumentaux. On peut très bien imaginer aller taper le million de joueurs. Est-ce que les serveurs vont tenir? Je ne sais pas. Je ne lis pas dans une boule de cristal, mais je vous dis qu'au vu du head start, au vu du lancement, qui est exemplaire, tant sur le plan technique que sur le plan réseau, on a de bonnes chances. Je me rends compte que je voulais aussi vous parler des serveurs privés, qui pour le coup étaient beaucoup moins professionnels. Si vous voulez que je vous en parle, pareil, faut atteindre les 100 likes, parce que là, la vidéo est déjà trop longue. Donc si on atteint les 100 likes, je vous ferai une vidéo sur les serveurs privés. Là, il y aura beaucoup plus de sel, beaucoup plus de sang. On va parler des serveurs privés. Et en attendant, passez sur le serveur Dune Awakening France, là où on est déjà 1800 à l'heure où je tourne cette vidéo. On va passer les 2000 très bientôt. Venez sur Dune Awakening France, vous trouverez des teammates, vous trouverez des guildes, vous trouverez des copains, vous trouverez des astuces, vous trouverez des concours, vous trouverez tout un tas de choses qui vont animer la communauté. Et en attendant, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était le Maréchal Tamas. Rompez, soldats!